Amis téléspectateurs, chers amis du livre, bonjour et bienvenue. Merci de votre fidélité. On définit souvent la littérature pour jeunesse comme l'ensemble des ouvrages écrits par les adultes pour les jeunes. Mais qu'en est-il quand des jeunes écrivent pour les jeunes et avec leur plume cherchent à interpeller la société? Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'inviter sur notre plateau, encore une fois, une jeune auteure qui vient de nous gratifier d'une seconde œuvre, sa seconde œuvre littéraire. Nous avons l'honneur de vous présenter à nouveau, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, mademoiselle Marie-Ella Kwaku. Bonjour Marie-Ella Kwaku. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Très bien. Alors nous venons de participer à une cérémonie de présentation de votre seconde œuvre littéraire, La guerre des clans. Pouvez-vous nous dire un peu vos impressions sur la cérémonie elle-même, tout ça, des dédicaces? Bon, je suis vraiment enchantée que tant de personnes aient effectué le déplacement pour venir me soutenir. Ça me va droit au cœur. C'est comme s'ils étaient d'accord avec moi sur le fait qu'il faut chercher à améliorer notre monde. Et c'est en quelque sorte un baume au cœur d'entendre ces gens dire que la jeunesse ivoirienne n'est pas perdue et que la jeunesse ivoirienne est debout. Et moi, tout comme d'autres, nous constituons des exemples. Très bien. Alors, La guerre des clans, c'est votre deuxième œuvre littéraire. Comment s'est comportée la première? Adieu la femme du peuple s'adressait à un public plus jeune. J'ai été dans des établissements faire des dédicaces. Je pense que l'œuvre a été appréciée. Ils ont apprécié le fait qu'il y ait plein de thèmes dans un même livre, avec peu de pages. Le problème se situe au niveau du coût, parce que vu les couleurs, ce n'était pas accessible à tout le monde. Très bien. Alors, vous avez été édité pour votre première œuvre par les éditions Balafon. Là, nous voyons Nouvelle Édition Balafon. Avez-vous changé d'éditeur? Non, c'est plutôt l'éditeur qui a changé de nom. Moi, je suis restée avec lui. Et vous lui restez toujours fidèle? Oui, je reste fidèle à cet éditeur. Il y a une raison à ça? Oui. Les éditions Balafon m'ont fait confiance en m'éditant à 18 ans. Ils ont accepté d'éditer une si jeune fille. Peut-être que mon livre n'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais ils l'ont fait. Et pour ça, je suis vraiment reconnaissante envers eux. Très bien. Alors nous allons maintenant parler de cette œuvre, La guerre des clans. Déjà, pouvez-vous nous commenter un peu la première de couverture? Bon, je dirais que l'image illustre mon titre, La guerre des clans. Nous sommes face à un conflit entre deux entités, un homme et une femme. Nous voyons qu'il y a une main derrière, une main sombre. Cette main-là, moi je le dis communément, c'est la main du diable. Parce que lorsque des gens sont obligés de se battre, c'est parce qu'ils sont poussés par un esprit malsain, par l'esprit du diable. Donc pour moi, la main illustre la main du diable, celle qui pousse tous les hommes à entrer en conflit. Et alors on voit l'homme qui tient un couteau, si nous avons bien vu, et la dame qui est à terre, elle tient un gourdin, on va appeler ça comme ça. Bois de placali. Un bois de placali, pour dire les choses très simplement. Alors, ne craignez-vous pas que cette image renvoie à une image de violence, qu'on soit un peu rebuté dès le départ? Craindre cette image, c'est en quelque sorte ignorer les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Nous voyons pire que ça dans les rues actuellement. Nous sommes face à une question d'enlèvement. On voit sur les réseaux sociaux, sur Internet et partout des photos de personnes avec des organes en moins. Je pense que ces images-là sont beaucoup plus repoussantes que cette image. Cette image, c'est la réalité qui est décrite. Depuis Caïn et Abel, des frères et sœurs se battent, des gens se font la guerre. Et je pense que cette œuvre-là ne fait qu'illustrer ce qui anime le monde actuel. Très bien. Alors quand on lit votre œuvre, on note tout de suite une tonalité un peu pessimiste, un peu même dramatique. La plupart de vos histoires peignent en noir, vraiment en noir, notre société. Pourquoi avez-vous utilisé ce ton? Bon, c'est relatif, hein. Parce que selon moi, j'ai écrit des nouvelles qui peignent en noir, comme vous avez dit, la société. Et j'ai montré qu'au-delà de ça, on peut aller de l'avant à travers d'autres nouvelles qui se terminent par des notes gaies. Donc j'ai essayé de présenter la réalité telle qu'elle est et de donner des solutions, des éventuelles solutions à cette réalité. On note aussi que vous dépeignez, vous décrivez la société, l'état, vous les dénoncez, pourrait-on dire, avec beaucoup d'exagération. Quand nous lisons à la page 21,
Était-ce un membre de l'escadron de la mort? Aussitôt une bande d'images défila dans son esprit. Elle connaissait la réputation des policiers et avait eu écho des dérives, des rafles dans son pays. Elle savait que les policiers étaient très violents et que très souvent, les personnes qu'ils embarquaient de la sorte étaient portées disparues par la suite ou retrouvées mortes dans une brousse ou encore violées et blessées quand il s'agissait de filles, et ce, sans que nul n'élève la voix. Peut-être que ce n'est pas l'histoire de quelqu'un que j'ai raconté, mais j'ai raconté la réalité. Nous connaissons, on connaît tous des personnes qui ont été victimes des forces de l'ordre. Et on a tous voulu se taire sur la question et cela perdure. Donc moi je me dis, pour une fois, il faut bien qu'on dénonce pour essayer d'améliorer. Au point même d'aller jusqu'à écrire que ces forces de l'ordre sont allées violer une fille de 15 ans, une mineure, à plusieurs. N'avez-vous jamais entendu que les forces de l'ordre violent des petites filles? Est-ce que c'est une habitude pour eux ou bien il arrive peut-être comme pas ça, une habitude, mais pour une galeuses, non, peut-être pas une habitude. Mais s'ils le font une fois, je pense qu'il faut le dénoncer pour éviter que cela se reproduise. Très bien. Voilà. On note aussi que beaucoup de sang coule dans votre livre. On dirait même un flot de sang qui coule. Les gens qu'on coupe à la rondelle et tout ça. Avez-vous besoin vraiment de dire les choses de façon aussi choquante? Moi, je veux dire ce qui se passe, dire la réalité, de sorte qu'on prenne des mesures pour les éviter. Si vous lisez et que vous estimez qu'il y a trop de sang, vous pouvez vous dire, ah, telle est notre société, elle est remplie de sang. Donc aujourd'hui, moi, je prends l'engagement d'améliorer cette société. Donc ça, c'est en quelque sorte pour éveiller les consciences, pour créer une révolte en l'homme. Très bien. Voilà. Donc c'est peut-être un peu trop sanguinaire, mais mon but est de créer une révolte afin que nous améliorons notre monde. Très bien. Alors, pour nous attacher à un personnage, en particulier le personnage de Funingbe, j'ai bien prononcé. Funingbe, c'est la petite de la première nouvelle, elle n'a que 15 ans. Mais très belliqueuse. Vous ne pouvez pas croire que cette petite résiste à une horde de policiers. Ça, on a trouvé ça un peu surréaliste. Ah bon? Ouais. J'ai vécu une histoire similaire. J'ai été face à des policiers. Lorsque j'étais encore mineure, je le suis toujours d'ailleurs, et j'ai réagi à peu près de la même manière. Donc je ne pense pas que c'est surréaliste, mais lorsque quelqu'un a soif de justice, il peut s'opposer à une injustice venant de la part des forces de l'ordre. Moi, j'ai réagi ainsi. D'autres filles auraient peut-être fait pareil. Très bien. Alors, une fille de 15 ans, un peu tard dans la nuit, dehors, est-ce que vous voudrez mettre là le doigt sur la responsabilité parentale aussi? Pourquoi pas? Dans le livre, j'en parle. Je parle des images. Je parle de l'image que la vie donne à un enfant. L'image en faisant référence à l'éducation. Et je parle également de l'image que les parents donnent à leurs enfants. Dans l'histoire de Funingbe, les parents auraient pu, puisqu'ils étaient d'une famille aisée, accompagner la fille avec un chauffeur ou aller la chercher après sa course. Ils auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait. Dans l'histoire de Kouabran, je parle de cette mère qui dit tout le temps à son enfant, il faut que tu sois riche pour t'occuper de nous. Si tu es riche, tu seras heureux. Et l'enfant qui va jusqu'à entrer dans des sectes, à pratiquer, à côtoyer les mauvaises mœurs pour des mœurs légères plutôt, pour avoir de l'argent. Donc je dénonce ainsi l'irresponsabilité des parents. Ouais. On l'a senti tout de suite, dans des mots vraiment assez forts. On note aussi par ailleurs que vos personnages, pour rester collés à l'histoire de Azané, je ne sais plus dans quelle nouvelle c'est, mais le mot vengeance est revenu, on ne compte plus le nombre de fois. Vengeance, vengeance, vengeance. À la page 46, il ruminait sa vengeance. Et une bonne demi-douzaine de fois, le mot vengeance est revenu. Lorsqu'on veut se venger, c'est qu'on a mal. Et dans ce livre-là, je pleure les mots de plusieurs personnes. Et si Azané voulait se venger, c'est parce qu'il a mal. Mais à la fin, je prône la tolérance pour dire qu'il faut abandonner cette perspective de vengeance et se concentrer sur l'essentiel. Donc oui, je parle de vengeance à plusieurs reprises pour insister sur le fait qu'à chaque fois que quelqu'un a mal, il cherche à se venger. Mais il ne faudrait pas. On peut pardonner. Très bien. Nous avons eu à interroger votre mère. Et nous allons voir l'élément. Nous avons aussi eu à interroger un de vos amis qui a donné ses impressions.
Et chacun d'eux, selon ce qu'il ressent et les relations qu'il entretient avec vous, a dit des choses intéressantes qu'on va suivre. Je suis Raphaël Kassi, ami de Mariela Kwaku. Il faut dire merci à Mariela Kwaku pour cette lumière qu'elle a eue. Pour dire que la guerre des clans, c'est un riche banquet auquel j'invite tous mes camarades. Il y a 5 nouvelles, 5 délices que nous avons partagées. Franchement, c'est quelque chose de bon, d'encourageant pour une jeune écrivaine. La nouvelle qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est des sandales aux souliers. D'abord, il y a la force du rêve du personnage principal. Et ensuite, nous avons vu comment le personnage est allé à sa pète à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour de la gloire. Pour dire qu'aujourd'hui, nous constatons que les jeunes de notre génération s'adonnent à des choses malsaines. Et ce n'est pas bien. La seule ambition qu'il faut avoir, pour moi, c'est quoi? C'est d'avoir un rêve. Le rêve nous donne d'avoir, qu'on appelle ça, des garde-fous pour notre vie, de ne pas dériver, de ne pas aller à gauche ou à droite. Être déterminé, avoir la foi dans ce qu'on fait. Et garder toujours la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Je dis que à la réalisation, à l'élaboration, je n'ai pas participé. Mais après, lorsque j'ai vu la guerre des clans, pour moi, j'étais très content. J'ai dit vraiment merci à Mariela Kwaku parce que, comme je disais, c'est un riche banquet auquel j'invite tous mes camarades. Je peux dire que Mariela Kwaku est une chance pour notre génération. C'est un délice pour notre génération parce que ce livre n'est pas donné à tout le monde. Son âge lui permet peut-être d'avoir ce genre d'idée, mais la matérialiser de la sorte, c'est quand même difficile. Merci encore à Mariela Kwaku et je lui souhaite bonne chance pour la suite de son aventure littéraire. Cette jeune fille, ma fille, a sublimé tout ce qui l'a entourée comme difficulté. Elle aurait pu, face à ces épreuves, s'adonner à de mauvaises mœurs. Mais au contraire, elle a préféré sublimer sa souffrance, ses difficultés, les écrits pour en faire des ouvrages. Je parlerai du premier livre, Agu, la femme du peuple, et du second, qui est La guerre des clans. Marie est là, construit elle-même ses tests. J'interviens toujours en dernière minute, lorsqu'elle a fini d'écrire, qu'elle a même confié l'ouvrage, disons le manuscrit, à des correcteurs. Souvent, elle me demande, mais maman, telle nouvelle, est-ce que ça correspond à quel âge? Et je lis donc pour situer la tranche d'âge qui peut être la cible. Parce que c'est vrai, j'ai des manuscrits, mais je n'ai jamais édité parce que je n'ai peut-être pas cette énergie pour le faire. C'est un enfant qui est très dynamique, qui a réfléchi et qui agit d'elle-même. Dans la vie, il existe des malheurs qui arrivent. Un enfant peut ne pas avoir l'habitude de sortir et puis un jour, elle se retrouve dans la rue parce qu'elle a été invitée à un anniversaire. Et à son retour, voilà que pour rien du tout, sa vie bascule. Parce qu'un enfant qui est raflé, maltraité, on ne sait jamais où cela peut conduire. Et un enfant qui est étudiant, qui a donc besoin de rentrer certains soirs à la maison, on s'aperçoit que cet enfant-là est complètement traumatisé, mais il doit poursuivre ses études. Et la mère n'est pas forcément une irresponsable, mais certainement que ce jour-là, elle a accordé une permission spéciale à l'enfant et voilà que tout a basculé. Dans l'ensemble, cette œuvre évoque des souffrances, des difficultés. Je voudrais par exemple parler de la sœur Aïcha, qui... la 5e nouvelle. Oui, la 5e nouvelle, qui... disons, a connu des difficultés avec sa famille. Finalement, elle s'adonne à la religion. Et cette sœur-là, il existe des personnes comme ça. Et je voudrais que cette œuvre puisse inspirer l'environnement, les adultes, pour que les comportements ne tendent plus vers la dérive et que les uns et les autres aillent vers une société meilleure, pour que nos enfants qui sont innocents, qui sont fragiles, vulnérables, puissent bénéficier d'un entourage qui maîtrise lui-même son environnement et qui a des repères, et que ces enfants-là bénéficient d'un meilleur monde. Alors donc nous allons poursuivre notre discussion. Le mot bidonville, quartier précaire, c'est souvent revenu. Dites-nous, est-ce que toute la misère du monde se trouve dans ces quartiers-là? Il y a plusieurs types de misère. Il y a la misère morale, la misère financière. Peut-être que eux, ils sont en manque d'argent, mais ils ne sont pas forcément pauvres moralement. Donc, tout dépend de la manière dont on voit les choses. Moi, j'ai beaucoup parlé
des bidonvilles, des quartiers précaires, parce que j'estime qu'on devrait plutôt porter un regard attentif à leurs conditions. C'est plus pour montrer cette dissension entre le clan des pauvres et celui des supposés riches. Voilà. Très bien. Alors, l'histoire éponyme, la guerre des clans, met en scène deux familles, mais c'est aussi la violence conjugale lorsque on vit dans une famille divisée. La polygamie peut-être. Est-ce là ce que vous voulez aussi dénoncer? Je veux d'abord dénoncer la polygamie, mais ensuite aborder un autre point. Ce n'est pas parce qu'on ne vient pas de la même mère qu'il faut se faire la guerre. Mon but premier en écrivant ce recueil est d'inciter à la paix. Très bien. Pourquoi avez-vous choisi ce genre littéraire, les nouvelles ou la nouvelle? Je pense que c'est plus facile à lire. Les nouvelles sont courtes. On ne peut pas se perdre dans le fil de l'intrigue lorsqu'on lit parce que le roman peut être un peu trop volumineux. Et puis je veux cibler une certaine classe. Ce recueil s'adresse plus aux jeunes qui maintenant ne lisent plus trop. Donc en faisant des nouvelles, ils peuvent lire par exemple une nouvelle par jour et cerner le message que j'ai voulu délivrer. Très bien. Vous avez aussi beaucoup évoqué Dieu. Oui, je suis très croyante et pour moi Dieu est l'être suprême, la garantie du bonheur et de l'amour. Voilà. Très bien. Alors on est en train de tendre vers la fin de cette émission. On va s'attarder un peu sur votre style. On a noté que c'est un livre qui a subi un traitement éditorial assez sérieux. On y a découvert très peu de coquilles, alors que la plupart des livres en général en ont un peu quand même. Mais là, on sent qu'il y a eu du travail qui a été fait. C'est quoi votre secret? J'ai pu bénéficier de l'aide de certains écrivains. Ils ont corrigé le texte, m'ont fait des remarques. Bon, pour cette œuvre, j'ai été aidée. Donc, vous voulez dire que vous êtes une écrivaine ouverte à des critiques pour l'amélioration de votre plume? Je suis ouverte aux critiques constructives. Je suis surtout ouverte aux critiques constructives. Je suis contre le fait qu'on dénigre le livre de quelqu'un juste pour lui faire mal. Mais dès l'instant où ce qu'on dit reflète la réalité et que ceci pourrait m'aider à m'améliorer, je suis ouverte. Très bien. On a noté aussi, Mariella, que vous avez parsemé votre ouvrage de quelques petits poèmes. Peut-être, si nous avons bien compté, peut-être il y en a-t-il 4 ou même 5. Vous êtes poète? À la base, je le suis. Mais pour moi, la poésie, c'est la vie. La poésie, c'est tout ce qui nous entoure. Lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est malheureux, on a tout le temps envie de s'exprimer. Pour moi, la poésie, c'est le meilleur moyen d'expression. Si vous remarquez bien, à chaque fois qu'il y a un poème, c'est lorsque la personne se retrouve dans une situation seule. Moi, quand je pense, j'écris de la poésie. Donc, je me dis que d'autres personnes peuvent être pareilles. Donc, la poésie peut être un pleur? Pourquoi pas? Pleurs comme bonheur. À la page 103, vous écrivez « Après avoir déposé mon verre d'eau, bu à moitié et versé quelques larmes, j'ai raclé ma gorge et pris la parole devant cette multitude de bonnes sœurs qui me fixaient d'un regard habillé d'impatience. » C'est beau ça? Ah bon? Oui. Merci. C'est ça, c'est cette phrase, ce paragraphe nous a retenu notre attention pour sa beauté. Merci beaucoup. Et là, pour terminer, nous constatons que vous terminez chaque nouvelle par une réflexion. Après avoir raconté une histoire, vous faites de la réflexion, un peu de réflexion. Est-ce que vous voulez vraiment vous ériger en une moralisatrice ou comment on doit voir ça? Vous voulez éduquer la société? Seulement les nouvelles que je trouve un peu complexes. Je ne voudrais pas que mes dires soient mal interprétés. Et comme je vous ai dit, ma cible, c'est la jeunesse. Chacun peut interpréter de sa manière. Même la Bible, on l'interprète de plusieurs manières. Ces nouvelles-là sont des nouvelles clés qui comportent des messages que je veux passer. Donc, je ne voudrais pas que ces messages soient mal interprétés. Donc, j'ai mis des petites phrases, comme vous avez dit, qui moralisent, de sorte que mon message soit cerné tel que j'ai voulu le transmettre. D'accord. Mais quand on fait une nouvelle, parfois, on est obligé de laisser le lecteur deviner la suite aussi. Oh, monsieur, vous savez, le genre même tend à disparaître, hein. N'est-ce pas? Voilà. Donc c'était une note d'originalité. Voilà. D'accord. C'est la manière de Mariella d'écrire des nouvelles. Voilà. Alors, que doit-on retenir de votre œuvre? C'est votre dernier mot. Ce que l'on doit retenir de cette œuvre, c'est qu'il faut faire la paix. Faire la paix et être unis entre nous hommes pour combattre ce qui nous empêche d'avancer. Voilà.
C'est le dernier mot. C'est le dernier mot. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me gratifier d'une petite dédicace? Ouais. Téléspectateurs, chers amis du livre, nous avons pris beaucoup de plaisir à discuter avec Marie-Ella Kwaku pour sa deuxième œuvre littéraire, La guerre des clans, une œuvre bien à elle. Nous connaissons plus ou moins la personnalité de l'auteur. Elle n'a pas, comme dirait l'autre, sa langue dans la poche. Et nous l'avons senti, une plume haute, une plume crue, une plume pour dénoncer l'état de la société dans d'une manière bien à elle. Nous vous encourageons en tout cas à lire La guerre des clans, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut imaginer de violent. Ce n'est que seulement une sorte d'interpellation à notre société qui va si mal. Nous vous disons au revoir et à un prochain numéro.